Imaginez un édifice, pas un immeuble ordinaire, l'édifice le plus massif jamais construit par l'humanité, celui qui a dicté les règles du commerce mondial pendant près d'un siècle. Ses fondations s'appellent pétrodollars, ses piliers, les bons du trésor américain, ses gardiens, les sanctions, les flottes militaires et les banques centrales de 140 nations. Et voilà qu'un matin, les géologues remarquent quelque chose d'inquiétant dans les parois de cet édifice. Des fissures si fines qu'on pourrait les ignorer, sauf que chaque semaine, elles s'élargissent un peu plus. Personne ne crie à l'effondrement, personne ne donne l'alarme publiquement. Mais dans les coulisses, certains commencent discrètement à déplacer leurs affaires vers la sortie. Ce n'est pas une métaphore abstraite. Ce qui se joue en ce moment dans les salles de marché de New York, dans les couloirs feutrés du trésor américain, dans les déserts pétroliers du Venezuela et de l'Iran, et dans les coffres-forts de la Banque populaire de Chine, c'est exactement ça. La question de savoir si cet édifice va tenir encore une décennie, ou s'il a déjà commencé à s'effriter sans que personne n'ait osé le dire à voix haute. Un seul chiffre, pour commencer. En une seule journée de bourse, les actions des grands fabricants de puces électroniques américains ont perdu près de 8% de leur valeur. 8%. En 24 heures. Ce n'est pas une correction technique mineure, pas une rumeur qui s'est dissipée dans l'après-midi. C'est le signal d'une pression qui s'accumule depuis des mois sur le secteur présenté comme l'épicentre de la toute-puissance technologique américaine. Le secteur qui a longtemps tiré l'ensemble du marché vers le haut, qui a attiré des volumes d'investissement colossaux, qui était censé incarner l'avenir industriel des États-Unis. Et derrière cette chute, il y a une équation que Washington ne sait plus comment résoudre. Les taux d'intérêt sont élevés. L'inflation reste persistante, la croissance ralentit, et la guerre avec l'Iran ajoute une pression supplémentaire sur les dépenses militaires et sur le prix de l'énergie. Ces quatre forces n'agissent pas en séquence, elles frappent simultanément, comme si quelqu'un avait décidé de tester tous les points de rupture en même temps. Et pendant ce temps, à la Maison-Blanche, Donald Trump parle d'un pays au sommet de sa gloire. 19 000 milliards de dollars d'investissements attirés du monde entier, des usines qui s'ouvrent, des records boursiers battus 73 fois depuis les élections, plus de travailleurs qu'à n'importe quel autre moment de l'histoire américaine. Ces mots ont été prononcés avec la conviction absolue de quelqu'un qui croit sincèrement à ce qu'il dit. Mais les marchés, eux, ne réagissent pas au discours, ils réagissent aux données. Et les données racontent une autre histoire, parce qu'il ne s'agit pas seulement du secteur des semi-conducteurs. La pression des taux élevés fait quelque chose de bien plus lourd de conséquences que de simplement renchérir les crédits pour les ménages et les petites entreprises. Elle rend les géants de la technologie hésitants face à leurs propres ambitions d'expansion. Ces mêmes entreprises qui avaient prévu de dépenser des centaines de milliards de dollars dans la construction de centres de données regardent désormais ces projets avec une prudence nouvelle. Et il faut mesurer ce que cela représente vraiment dans l'économie réelle. À lui seul, ce programme de construction de centres de données représentait presque 2% de l'ensemble de l'économie américaine. Si les grandes entreprises technologiques commencent à reculer sur ces plans, les effets en cascade se propagent instantanément, aux fabricants de puces, aux entreprises de construction, aux producteurs d'énergie, au marché de l'emploi, et finalement à l'ensemble de l'économie. La chaîne est courte, la chute est rapide. Washington est pris dans une nasse dont il a lui-même tissé les fils au fil des années. Il ne peut pas réduire brutalement les dépenses publiques sans affaiblir une économie qui dépend profondément de la perfusion budgétaire. Il ne peut pas maîtriser l'inflation tant que la guerre maintient les prix de l'énergie à des niveaux élevés et que les dépenses militaires continuent de gonfler. Et le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, ne peut pas simplement ordonner à la Réserve fédérale d'abaisser ses taux directeurs quand tous les indicateurs économiques réclament exactement le contraire. Il se retrouve face à un mur. Alors il reste un seul levier, un levier qu'il maîtrise encore, au moins partiellement, grâce à la politique publique, à la diplomatie et aux déclarations officielles. Ce levier, c'est le dollar. Un dollar fort attire les capitaux étrangers. Il soutient la demande pour les obligations américaines. Il aide à stabiliser des marchés financiers sous tension. Et pour comprendre jusqu'où Washington est réellement prêt à aller pour défendre cette arme, il faut regarder vers un pays que beaucoup avaient presque oublié, le Venezuela. Ce qui s'est passé là-bas n'est pas une simple anecdote diplomatique. Le Venezuela, longtemps sous sanctions américaines, coupé du système dollar, incapable de libeller ses transactions dans la monnaie américaine, est en train de réintégrer l'orbite financière de Washington. Les ventes de pétrole vénézuélien, qui transitaient jusqu'ici vers la Chine avec des rabais importants, en dehors du circuit dollar, vont désormais être réglées en dollars américains. La déclaration a été formulée clairement. La domination du dollar joue un rôle central dans tout ce que fait l'administration Trump. Le Venezuela reviendra dans le système dollar. Ses exportations pétrolières seront libellées en dollars. Pourquoi cela compte-t-il autant?
Parce que le mécanisme que cette décision réintègre est au cœur de la puissance financière américaine depuis des décennies. Quand le pétrole est vendu en dollars, les acheteurs étrangers ont besoin de maintenir des réserves en dollars. Les pays exportateurs reçoivent ces dollars, puis en réinvestissent une large part dans les marchés financiers américains, notamment dans les bons du Trésor. Ce cycle a fonctionné pendant des décennies comme une pompe invisible qui finançait le déficit budgétaire américain et maintenait le coût de l'emprunt à des niveaux artificiellement bas. C'est le pétrodollar dans sa forme la plus pure. Un système dans lequel l'énergie et la finance se renforcent mutuellement pour maintenir la suprématie économique américaine sur le reste du monde. Chaque baril de pétrole vendu en dollars est un soutien implicite à la dette américaine. Chaque transaction qui échappe à ce circuit est une fissure dans l'édifice. Si vous voulez comprendre ce qui se passe vraiment, abonnez-vous et laissez un like. Si de plus en plus de transactions énergétiques basculent vers le yuan ou d'autres devises, la demande mondiale de dollars commence à s'éroder. Et si les pays ont moins besoin de dollars, ils ont moins de raisons d'accumuler des quantités massives de dettes américaines. Le cercle vicieux s'enclenche alors dans le sens inverse. Moins de demandes pour les bons du Trésor signifie des taux d'emprunt plus élevés pour Washington, et des taux plus élevés signifient encore plus de pression sur une économie déjà sous tension. C'est un effet domino que personne à Washington ne veut voir se déclencher. C'est exactement ce scénario que la stratégie vénézuélienne cherche à endiguer. Et c'est le même calcul qui se joue maintenant avec l'Iran, mais avec une intensité et des enjeux bien supérieurs. Le message envoyé à Téhéran est d'une clarté chirurgicale. L'Iran peut réintégrer les marchés mondiaux, vendre son pétrole à des prix normaux, accéder de nouveau aux circuits financiers internationaux, mais à une condition non négociable. Les ventes de pétrole iranien doivent transiter par le système dollar. L'allègement des sanctions n'est pas un geste de bonne volonté géopolitique. C'est une carotte soigneusement calibrée, attachée à un bâton que Washington peut ressortir à tout moment. L'idée est que l'Iran doit ressentir ce que c'est de vivre sans les sanctions, de retrouver l'accès aux marchés mondiaux, précisément pour que la menace de tout perdre à nouveau soit suffisamment dissuasive pour le maintenir dans l'orbite financière américaine. C'est de la coercition économique habillée en diplomatie. Et si le cas iranien semble familier, c'est parce qu'il l'est profondément. La même logique a présidé aux interventions américaines en Irak et en Libye. Deux pays dont les dirigeants avaient, chacun à leur manière, envisagé de vendre leur pétrole dans d'autres devises que le dollar. Dans les deux cas, le pétrole, les systèmes de paiement et le contrôle financier faisaient partie d'un calcul géopolitique bien plus vaste que les justifications officielles avancées à l'époque. L'Iran entre maintenant dans ce schéma, avec une transparence que personne ne prend même plus la peine de dissimuler. Plus de 70% du commerce mondial est encore libellé en dollars. Et les livraisons d'énergie du Moyen-Orient vers l'Asie constituent l'une des parties les plus structurantes de ce système. Perdre le contrôle de ces flux serait, pour Washington, bien plus qu'une question de prestige. La cible finale de toute cette stratégie, ce n'est évidemment ni le Venezuela, ni l'Iran, c'est la Chine. Pékin achète de l'énergie à prix réduit. Il finance des industries qui concurrencent directement les entreprises américaines dans les secteurs les plus stratégiques. Et depuis des années, il construit patiemment une architecture financière capable de fonctionner indépendamment du dollar. Une alternative au système SWIFT, des accords de swap en yuan avec des dizaines de pays, des initiatives comme l'AIIB et la nouvelle route de la soie, qui créent des circuits économiques où le dollar n'est pas indispensable. Chaque transaction pétrolière qui échappe au circuit dollar est une brique de plus dans ce mur alternatif, et le mur monte plus vite qu'on ne le dit publiquement. Regardez l'Arabie Saoudite. Ce n'est pas un détail secondaire. Le Royaume vend aujourd'hui à la Chine plus de 4 fois plus de pétrole qu'aux États-Unis. Ce ratio donne à Pékin un levier croissant sur la devise dans laquelle les futurs contrats énergétiques seront libellés. Si cette tendance se confirme et s'accélère, il n'est pas exclu que Riyad commence à accepter des yuans pour une part significative de ses exportations. Ce scénario, autrefois hypothétique, est désormais discuté sérieusement dans les capitales financières. Et ce jour-là, une des dernières colonnes portantes du système pétrodollar commencerait à vaciller pour de bon. Mais la bataille ne se joue pas seulement sur le marché de l'énergie. Il y a un autre front, moins visible, qui révèle peut-être encore plus clairement l'état réel du rapport de force entre Washington et Pékin. Au cours des 5 dernières années, le coût de l'emprunt en Chine a régulièrement diminué, pendant que les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans augmentaient inexorablement. L'écart entre les taux d'intérêt des deux pays avoisine maintenant les 3%.
3 points de pourcentage qui paraissent abstraits, jusqu'à ce qu'on réalise ce qu'ils signifient dans la compétition industrielle concrète. Les entreprises chinoises peuvent financer leurs usines, leurs infrastructures, leurs recherches technologiques à un coût structurellement inférieur à celui de leurs concurrentes américaines. Dans une course qui se mesure sur des décennies, cet avantage est considérable. Il n'est pas acquis par la technologie ou le talent, il est acquis par la politique monétaire, et il se creuse. Si Washington ne parvient pas à renverser cette dynamique, la Chine va continuer à investir massivement dans les secteurs technologiques critiques, semi-conducteurs avancés, intelligence artificielle, biotechnologie, énergie propre, et finira par devancer les États-Unis dans plusieurs de ces secteurs simultanément. Ce n'est pas une prédiction catastrophiste, c'est une projection linéaire de ce qui se passe déjà. C'est pourquoi Bessan a besoin d'un dollar fort. Un dollar fort rend les actifs américains plus attrayants pour les investisseurs étrangers. Il compense partiellement le handicap structurel des taux élevés en rendant les placements en dollars plus rentables en devises locales. Et surtout, il envoie un signal. Le dollar reste l'actif de référence incontournable, malgré tout. C'est une stratégie qui achète du temps, mais elle ne résout rien sur le fond. Maintenant, quelque chose d'inhabituellement frappant est en train de se produire sur les marchés obligataires. Les risques inflationnistes restent élevés. Pourtant, les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans ont chuté d'environ 80 points de base sur une période très courte. Simultanément, le dollar s'est renforcé. Cette combinaison, baisse des rendements obligataires et hausse du dollar, dans un contexte d'inflation persistante, c'est une configuration qui ne devrait pas exister selon les mécanismes habituels des marchés. Elle suggère soit que les marchés commencent à pricer une récession profonde, soit quelque chose de plus complexe. Il n'est pas exclu qu'une coordination discrète soit à l'œuvre derrière ces mouvements. Des interventions institutionnelles, une pression politique coordonnée, des positions concertées de grands acteurs qui soutiennent simultanément le dollar et le marché obligataire. Le timing de ce retournement est trop commode, trop précisément aligné sur les besoins stratégiques de Washington pour être simplement ignoré. Ce que Bessan cherche à obtenir, il semble l'avoir obtenu sur les marchés dans un premier temps. Un dollar plus fort, des rendements obligataires en repli, des actifs américains qui redeviennent attractifs aux yeux des investisseurs internationaux. Mais il y a un revers à cette médaille. Un revers qui porte un nom que les banques centrales du monde entier répètent de plus en plus souvent dans leur bilan et dans leur stratégie de réserve. L'or. Pendant des décennies, les bons du Trésor américain ont été l'actif de réserve par excellence du monde entier. Valeur refuge absolue, destination naturelle des excédents des banques centrales. Mais quelque chose a profondément changé. Pour la première fois depuis très longtemps, l'or a dépassé les obligations américaines dans la composition des réserves des banques centrales mondiales. L'or représente désormais 27% de ces réserves. Les bons du Trésor américain, eux, sont tombés à 22%. Ce basculement s'est produit vite, trop vite pour être accidentel. Il traduit une décision collective, progressivement adoptée par des dizaines d'institutions financières souveraines. Détenir de la dette américaine comporte désormais des risques que beaucoup ne veulent plus assumer sans contrepartie. Et puis, au moment précis où Washington pousse sa stratégie de dollar fort et tente de reconquérir la confiance des investisseurs dans les actifs américains, l'or a soudainement chuté sous les 4000 $ l'once, après avoir flirté avec les 4500. Ce pourrait être une correction purement technique. Mais le timing est frappant. Un effondrement de l'or, exactement au moment où Washington cherche à convaincre le monde que le dollar reste supérieur à tout autre actif de réserve. La chute de l'or conforte directement le discours de Bessan et affaiblit l'argument selon lequel l'or pourrait remplacer le dollar comme principal actif de protection mondiale. Mais Pékin note la baisse, et Pékin achète. La Banque populaire de Chine accumule de l'or depuis 19 mois consécutifs, sans interruption. En mai seulement, la Chine a importé 163 tonnes. Un record historique. Les investisseurs et institutions chinois achetaient déjà massivement quand l'or était à 4500 $. À moins de 4000, Pékin peut non seulement maintenir cette stratégie, mais l'accélérer à moindre coût. Ce n'est pas de la spéculation à court terme. C'est la construction méthodique d'une alternative, une architecture financière conçue pour fonctionner en dehors du système dollar, dont l'or constitue la clé de voûte. Chaque tonne achetée est une brique de plus dans ce système parallèle, dont Washington redoute d'atteindre le seuil critique. Et derrière cette ruée vers l'or, il y a une raison que Pékin n'a même pas besoin de formuler explicitement. Elle s'appelle la dette américaine, et ces chiffres sont vertigineux. En une seule année, les États-Unis ont emprunté plus de 1700 milliards de dollars. Les paiements d'intérêt sur cette dette ont déjà dépassé les dépenses de défense. Une information qui devrait susciter beaucoup plus d'alarme qu'elle n'en suscite dans le débat public. Selon les projections actuelles, ces paiements d'intérêt dépasseront l'année prochaine
les dépenses consacrées au programme Medicaid. Et d'ici 2029, ils augmenteront plus vite que l'ensemble de la croissance économique américaine. Prenez le temps d'absorber ce que cela implique réellement. Washington a un problème qui croît plus vite que sa propre capacité économique à le résoudre. Et les solutions disponibles sont toutes douloureuses, d'une façon ou d'une autre. La première option, imprimer davantage de monnaie et accepter une dépréciation supplémentaire du dollar. Ce chemin achète du temps, mais accélère précisément l'érosion de confiance dans la monnaie américaine que Bessant cherche désespérément à éviter. La deuxième option, abaisser brutalement les taux d'intérêt et laisser l'inflation éroder la valeur réelle de la dette. Ce chemin soulagerait la charge de l'endettement pour Washington, mais détruirait le pouvoir d'achat de millions d'Américains dont les salaires ne suivent pas, et déclencherait une réaction en chaîne difficile à contrôler. Dans les deux cas, à long terme, l'or sort gagnant. Les deux scénarios réalistes que Washington peut envisager jouent en faveur de l'actif que Pékin accumule méthodiquement depuis 1 an et demi. Les investisseurs étrangers ont compris ce calcul avant que les marchés ne l'admettent ouvertement. Depuis 2008, les bons du Trésor américain ont perdu une grande partie de l'avantage comparatif qu'ils avaient autrefois sur les actifs d'autres pays. Les obligations des marchés émergents deviennent progressivement plus compétitives, une fois le niveau de risque pris en compte. La prime de confiance qui faisait de la dette américaine la destination incontournable des capitaux mondiaux s'est érodée sous l'effet combiné des sanctions répétées, utilisées comme arme géopolitique, du déficit budgétaire chronique et de la dépréciation structurelle du dollar sur longue période. Les détenteurs d'obligations américaines perdent déjà environ 2 à 3% par an en termes réels, une fois l'inflation déduite. Si le dollar se déprécie en parallèle, les investisseurs étrangers encaissent une double perte, sur le rendement réel et sur la devise. Et à un moment donné, continuer à acheter des bons du Trésor américain devient simplement peu rationnel sur le plan financier, quelle que soit la relation politique entre Washington et le pays en question. Mais voilà où le système révèle toute sa fragilité structurelle la plus profonde. Washington ne peut pas non plus se passer de ses acheteurs étrangers. L'économie américaine fonctionne aujourd'hui comme une machine à 2 vitesses, ce que les économistes appellent une économie en K. Bessant a besoin de maintenir le bon fonctionnement de la partie haute de ce K, celle où les riches continuent de s'enrichir, parce que c'est d'eux que dépend désormais l'essentiel de la demande intérieure. Les 20% d'Américains les plus aisés représentent aujourd'hui 58% de la totalité des dépenses de consommation. Ces familles détiennent une large part des actifs financiers du pays, actions, obligations, immobilier. Leur capacité à dépenser dépend directement de la valorisation de ces actifs, laquelle dépend de l'état des marchés financiers. Quand les actions américaines montent, ces ménages aisés se sentent à l'aise et continuent de consommer. Voyages, immobilier premium, véhicules de luxe, placement dans de nouvelles classes d'actifs. Cela soutient les indicateurs de croissance et attire des investissements internationaux supplémentaires dans les actions et obligations américaines. Ces capitaux étrangers font monter les prix des actifs, ce qui entretient le sentiment de richesse des consommateurs les plus aisés, qui continuent de dépenser, ce qui maintient la croissance, ce qui attire encore des capitaux étrangers. C'est un cercle. Il fonctionne très bien, tant qu'il tourne. Mais les 80% restants de la population américaine vivent dans une réalité entièrement différente. Moins d'actifs financiers, souvent aucun, une inflation qui continue de ronger leur pouvoir d'achat, des coûts de logement qui explosent, un marché du travail qui se tend sur les segments peu qualifiés, un dollar fort et un marché boursier en hausse qui stabilisent le système financier dans son ensemble, mais qui ne distribuent aucune prospérité tangible à la majorité. Cette architecture financière n'est pas conçue pour répartir la richesse, elle est conçue pour préserver le système tel qu'il existe, et pour préserver la capacité de Washington à continuer à se financer à l'international. Et c'est là que réside le piège fondamental dans lequel Bessant est enfermé, sans issue évidente. Il a besoin de rendements obligataires suffisamment élevés pour retenir les capitaux mondiaux à l'intérieur du système américain, mais pas trop élevés pour ne pas écraser la croissance et les investissements technologiques. Il a besoin d'un dollar fort pour attirer les investisseurs étrangers, mais pas trop fort pour ne pas handicaper les exportations américaines. Il a besoin que les marchés boursiers montent pour maintenir la consommation des ménages aisés, mais les mêmes conditions de taux élevés qui soutiennent le dollar pèsent sur les valorisations technologiques. Ces objectifs sont en partie contradictoires, et aucune position de politique économique ne peut satisfaire tous ces impératifs simultanément, durablement. Il peut tenter de renforcer le dollar par les sanctions, par le réacheminement des transactions pétrolières vers la devise américaine, par la pression diplomatique sur Caracas et Téhéran. Mais il ne peut pas empêcher la Chine de construire son alternative financière.
Il ne peut pas inverser la tendance mondiale des banques centrales vers l'or. Il ne peut pas guérir Washington de sa dépendance structurelle aux capitaux étrangers par un discours ou un décret présidentiel. Écrivez en commentaire où, selon vous, cela va mener. Et abonnez-vous. À partir d'ici, ça ne fait que devenir plus sérieux. La question qui plane au-dessus de tout cela n'est pas de savoir si le système est sous tension. C'est une évidence que les chiffres confirment à chaque trimestre. La vraie question est celle-ci. À quel rythme les brèches s'élargissent-elles et qui sera correctement positionné quand l'édifice atteindra son point de rupture? Le premier trimestre américain a enregistré une croissance annualisée de 1,6%, révisée à 2,1% certes, mais avec un déficit budgétaire fédéral qui représente 5,9% du PIB. Washington emprunte des sommes colossales pour obtenir une croissance modeste. Et cette dépendance aux dépenses déficitaires et aux entrées permanentes de capitaux étrangers ne fait que s'approfondir d'année en année. L'économie a besoin, juste pour maintenir son rythme actuel, d'un afflux continu d'argent extérieur. Cette dépendance n'est plus conjoncturelle, elle est structurelle, et elle grandit. Dans ce contexte, la baisse inattendue des rendements obligataires, le renforcement simultané du dollar et la chute de l'or ressemblent moins à des mouvements de marché organiques qu'à des interventions coordonnées pour maintenir la cohérence d'un récit. Le récit selon lequel le dollar est toujours le refuge incontestable, le bon du trésor toujours l'actif le plus sûr, l'économie américaine toujours le moteur incontesté du monde. Mais les récits ont une durée de vie. Les marchés finissent toujours par revenir à ce que les fondamentaux disent réellement. Et les fondamentaux, en ce moment, suggèrent que nous ne sommes peut-être pas en train d'observer la défense réussie d'un ordre établi. Nous sommes peut-être en train d'observer les dernières grandes manœuvres d'un système qui cherche à gagner le plus de temps possible avant une reconfiguration dont personne à Washington ne veut encore officiellement prononcer le nom. Une reconfiguration qui, si elle arrivait, changerait non seulement qui détient le pouvoir financier mondial, mais aussi comment chaque pays du monde fixe ses prix, planifie ses réserves et décide de ses alliances. La Chine achète de l'or depuis 19 mois consécutifs. Les banques centrales du monde entier rééquilibrent leurs réserves en s'éloignant progressivement des bons du trésor. Les marchés donnent des signaux qui contredisent les manuels d'économie classiques. Et Washington répond en essayant de ramener le Venezuela et l'Iran dans l'orbite dollar. Comme si réintégrer deux économies longtemps sanctionnées suffisait à compenser la pression qui s'exerce sur l'ensemble de l'architecture financière mondiale. Il y a quelque chose d'étrangement familier dans cette posture. Un système qui défend sa monnaie dominante en travaillant aux marges du problème, pendant que les transformations structurelles les plus lourdes se jouent au centre. Ce n'est pas une stratégie de victoire à long terme, c'est une stratégie de gestion du temps. Et même ceux qui la conduisent savent probablement que chaque trimestre qui passe, le rapport de force change un peu plus. Le coup le plus lourd n'a peut-être pas encore été porté, mais les positions sont déjà prises. Et ceux qui ont commencé à accumuler de l'or il y a 19 mois consécutifs ont probablement intégré quelque chose que les marchés, officiellement, n'ont pas encore pleinement reconnu. La vraie question n'est pas de savoir si le système va changer, c'est de savoir si le changement va être graduel, ou si un jour, un matin, les investisseurs du monde entier se réveilleront et réaliseront qu'il a déjà eu lieu, pendant que personne ne regardait.